Bienvenue dans votre journal de l'international. Voici les titres de cette édition. Des centaines de Nigérians dans les rues pour protester contre l'augmentation du prix de carburant et la cherté de vie causée par la suspension des subventions du gouvernement. Au Sénégal, le président Macky Sall promet de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, mais l'incertitude reste toujours quant à la date de l'élection présidentielle prochaine. Et puis en sport, nous parlerons de la condamnation à 4 ans et demi de prison de la star du football brésilien Dani Alves. C'est tout pour les titres. Détails dans un instant. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous l'annonçais en titre, la manifestation contre la vie chère au Nigeria. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Ibadan au sud-ouest ainsi que dans certaines villes du nord. La flambée des prix de carburant ainsi que la pénurie alimentaire causée par la suspension de la subvention des carburants et le contrôle des devises. Les détails avec Ngena Ondoum Cynthia. Des centaines de Nigériens ont manifesté contre la flambée du coût de la vie lundi à Ibanda, dans le sud-ouest du Nigeria, après d'importantes manifestations dans le nord du pays début février. Surveillés par des policiers et des militaires, les manifestants ont fermé une route et brandi des pancartes sur lesquelles étaient inscrits « Fin du mauvais gouvernement, fin de la pénurie alimentaire et fin de la misère nigériane ». À son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie, le naira perdant fortement de sa valeur par rapport au dollar. Le président nigérien a demandé à plusieurs reprises à la population de patienter, affirmant que ces réformes économiques permettront d'attirer les investisseurs étrangers et faire répartir l'économie. Le taux d'inflation du pays a officiellement atteint 28,92% en décembre, son plus haut niveau depuis 3 ans. De nombreux Nigériens ont dû renoncer à des aliments considérés comme des produits de luxe tels que la viande, les œufs et le lait. Les conditions de vie difficiles dans le nord ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes, notamment à Suleja, près de la capitale Abuja, à Minna, dans l'état du Niger, et à Kano, la deuxième ville du pays. Toujours avec Ngena Ondoum Cynthia, et cette fois-ci on part au Sénégal où le président sénégalais Macky Sall promet de quitter le pouvoir à la fin de son mandat lors d'une interview. Mais toujours pas de précision quant à la date de la prochaine élection présidentielle. Cette déclaration fait suite au refus du Conseil constitutionnel d'adopter le report des échéances électorales souhaitées par Macky Sall. Attendu depuis son annonce impromptue et contesté le 3 février de reporter l'élection présidentielle au Sénégal, Macky Sall est venu apporter une clarification sur son avenir jeudi, mais sans lever les incertitudes sur la date du scrutin qui désignera son successeur. Je compte m'en arrêter à ce mandat et je compte donc, après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République, a tout d'abord tenu à rassurer jeudi 22 février le président sénégalais, interrogé par des journalistes locaux, alors qu'une partie de l'opposition l'accuse de vouloir étirer une 12 années de pouvoir. Ferme sur son annonce de retrait de la présidence au terme de son mandat, le chef d'État s'est en revanche déchargé de la responsabilité de fixer une date pour la tenue de l'élection présidentielle. Une semaine plus tôt, le Conseil constitutionnel, après avoir invalidé le rapport du scrutin au 15 décembre, voté par l'Assemblée nationale, mais contesté l'impossibilité de le tenir à la date initiale du 25 février, avait pourtant invité les autorités compétentes à fixer une nouvelle échéance dans les meilleurs délais. Macky Sall s'était engagé le lendemain à faire pleinement exécuter la décision des 7 juges. Mais plutôt que de trancher seul, le président de la République s'en remet à un dialogue prévu les 25 et 26 février pour trouver une issue à la crise générée par son annonce de report. Y sont conviés les candidats retenus et recalés par le Conseil constitutionnel, les partis politiques, les syndicats, la société civile et les religieux. Dani Alves, la star du football mondial d'origine brésilienne, est condamné ce 22 février à 4 ans et demi de prison et a versé 150 000 € d'amende. Il a été prouvé que l'ancien joueur du PSG et du Barcelone a violé une femme dans une discothèque de Barcelone en 2022. Les détails avec Néné Fatim Ibrahim. Le footballeur Dani Alves, ancien star brésilien du Barça et du PSG, a été condamné jeudi 22 février à une prison de 4 ans et demi de prison pour viol, a annoncé le tribunal de Barcelone l'ayant jugé. Les faits sont survenus dans une discothèque de la ville catalane
en 2022. La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé, a écrit le tribunal dans un communiqué. Cette peine est largement inférieure à celle de 9 ans de prison requise par le parquet à l'encontre du footballeur. Alves, qui est en détention provisoire depuis plus d'1 an et pourra faire appel à ses verdicts, a également été condamné de verser 150 000 € à la victime, à 5 ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et se tenir éloigné de la victime pendant 9 ans et demi. Le tribunal considère comme prouvé le fait que l'accusé a brusquement saisi la plaignante, l'a jetée au sol et l'a pénétrée vaginalement, en évitant qu'elle ne bouge alors que la plaignante disait non et qu'elle voulait s'en aller, a ajouté le tribunal. Alves, 40 ans, avait été jugé il y a 2 semaines pour avoir violé cette jeune femme dans les toilettes d'un quartier VIP de la discothèque Citon de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. La situation reste tendue à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée gouvernementale et le mouvement rebelle du M23 s'affrontent. L'Afrique du Sud, qui a sur place 2900 hommes en soutien à l'armée congolaise, a perdu 2 soldats. Le Burundi a aussi déployé ses soldats en soutien à la RDC. Néné Fatim Ibrahim. Des troupes burundaises et sud-africaines sont déployées à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale africaine chargée d'aider les forces gouvernementales congolaises à lutter contre les rebelles du M23, entendu mouvement du 23 mars. La semaine dernière, des soldats sud-africains sont morts dans la région à la suite d'un tir des mortiers, selon l'armée du pays. Il s'agit de premiers décès recensés par Pretoria depuis que le pays a déployé 2900 soldats mi-décembre en RDC, dans le cadre de la mission de la force régionale de la communauté de développement d'Afrique australe. Les affrontements se sont récemment intensifiés dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Burundi a, lui, envoyé ses troupes composées des soldats Hutus en soutien à l'armée congolaise, auxquels s'ajoutent désormais des militaires sud-africains. Des mercenaires et d'autres milices Hutus viennent également prêter main forte à l'armée congolaise et une alliance lie également la RDC à l'Ouganda. D'où le risque d'une intense déflagration régionale dans cette région, une des plus stratégiques au monde en termes de matières premières. Le Nord Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23, appuyé, selon de nombreuses sources, par des unités de l'armée rwandaise à l'armée congolaise, associées notamment à des troupes armées dites patriotes. À Paris, ils sont environ une centaine de personnes à se réunir à la place du Trocadéro pour manifester contre la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. L'homme a survécu à un empoisonnement en 2020 avant de mourir dans une prison de haute sécurité ce 16 février dans la localité de Kar. Habiba Hangini Mahamat. Près d'une centaine de personnes se réunissent pour une nouvelle manifestation, place du Trocadéro à Paris, après la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, à un mois de l'élection présidentielle russe. Cette affaire est embarrassante pour Moscou. Mardi, le Kremlin est enfin sorti de son silence. Son porte-parole, Dmitry Peskov, a rejeté ces accusations, les qualifiant de grossières et infondées, alors que le bureau central du service pénitentiaire fédéral russe a annoncé qu'une équipe de médecins a été envoyée pour procéder à des analyses. La porte-parole du défunt, Kira Larmich, a fait savoir que le corps ne sera pas rendu à la famille avant 14 jours, aux grandes dames de la mère du détenu, qui a exigé mardi de Vladimir Poutine de lui remettre son corps sans délai, après avoir survécu à un empoisonnement en août 2020, puis avoir été soigné en Allemagne. Alexei Navalny, devenu populaire grâce à ses enquêtes sur la corruption du pouvoir russe, avait choisi de retourner en Russie en janvier 2021. Il avait été immédiatement arrêté et condamné successivement à des peines de plus en plus lourdes, dans des conditions de détention de plus en plus difficiles, et fut souvent enfermé dans le froid d'une cellule d'isolement. Selon l'administration pénitentiaire russe, Navalny est mort le 16 février dans la colonie pénitentiaire numéro 3 de la localité de Kharp.
une prison de haute sécurité où il était détenu depuis fin 2023 et purgeait une peine de 16 ans pour extrémisme. C'est minimum 12 personnes qui ont trouvé la mort dans l'état de Guerrero au sud du Mexique. C'était suite à un affrontement entre les bandes criminelles dans le village de Las Tunas ce 20 février, selon le président mexicain. Guéna Ondouma Sentia. Au moins 12 personnes sont mortes lors d'un affrontement présumé entre bandes criminelles dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, a annoncé mercredi le président Andrés Manuel López Obrador. L'affrontement a eu lieu dans le village de Las Tunas où 5 corps carbonisés ont été retrouvés mardi selon le bureau du procureur de l'État. On présume, sans disposer de toutes les informations, qu'il s'agit d'un affrontement entre bandes criminelles. Jusqu'à présent, 12 décès ont été confirmés, a déclaré le président mexicain lors de son point de presse quotidien, sans préciser si ce bilan incluait les 5 morts de mardi. Il a ajouté que les forces de l'ordre menaient une opération dans cette zone difficile d'accès et que de plus amples informations seraient communiquées au cours de la journée. Selon les médias locaux, l'affrontement a opposé les gangs de la familia Michoacana à ceux de Los Tlacos qui se disputent le contrôle de la zone. Selon l'analyste David Saucedo, la montée de la violence dans la région résulte des tentatives de la familia Michoacana qui domine l'état voisin de Michoacán d'empiéter sur l'état de Guerrero, l'un des plus pauvres et des plus violents du pays. Elle cherche à étendre sa base territoriale, suscitant la résistance des groupes criminels locaux, a-t-il indiqué à l'AFP. Selon les chiffres officiels, le conflit a fait 1890 morts en 2023. Célébration du 13e anniversaire de la révolution libyenne du 17 février 2011. Révolution qui a causé la mort du président, le colonel Mouammar Kadhafi, après 42 ans au pouvoir. Fête pour certains, insatisfaction pour d'autres. Que retient-on de la Libye après 13 ans de la chute du régime de Kadhafi? Commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Les Libyens célèbrent ce samedi le 13e anniversaire de la révolution du 17 février 2011 qui a renversé le régime du colonel Mouammar Kadhafi après 42 ans de règne sans partage, dans un élan émotivé par l'aspiration à la liberté, la dignité, la démocratie et l'égalité. Dans la capitale Tripoli, comme dans d'autres villes du pays, des milliers de personnes, arborant les couleurs du drapeau national, rouge, vert et noir, se sont rassemblés sur les places publiques où les autorités avaient organisé des concerts ou encore diffusé de la musique via des haut-parleurs. Sur les réseaux sociaux, les avis divergent entre ceux qui estiment qu'il faut célébrer l'événement qui a marqué le début de l'écoulement de 42 ans de dictature et ceux qui affirment qu'il n'y a rien à célébrer. Dans ce pays riche en pétrole, les services publics de base font défaut depuis la chute du régime kadhafiste en 2011, tandis que les violences et les divisions s'éternisent, alimentant l'incertitude et le désespoir, surtout chez les jeunes. Des autorités se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, issu fin 2015 d'un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est, contrôlée en grande partie par les forces du controversé maréchal Khalifa Haftar. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.